LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Le magazine de l'écomobilité célèbre ce mois-ci les 40 ans de la sécurité routière. Et les recherches continuent pour améliorer la sécurité et donc diminuer le coût de nos transports, le coût humain et matériel. Cette voiture, par exemple, est équipée d'un pilote automatique capable d'analyser son environnement. Si le véhicule qui se trouve devant moi ralentit, mon véhicule est capable tout seul soit de ralentir, soit de doubler en fonction de la situation. Et hop, sans les mains. Quelles sont les autres pistes explorées pour améliorer la sécurité et la prévention routière? Tout de suite, le sommaire de votre émission. Je regarde devant moi quand même, on ne sait jamais. Drogue et alcool au volant, un véritable fléau. La police nationale et un assureur organisent un tour de France de la prévention. Transportez-moi a suivi la démarche pédagogique d'un policier. Quels sont ses trucs et astuces pour sensibiliser des ados qui se croient immortels? La technologie au service de la sécurité. Gérard Felzer nous fait découvrir les dernières innovations, des phares surpuissants mais non aveuglants, des essuie-glaces intelligents ou encore un système de pilotage à distance avec une tablette électronique. Réduire le risque circulation en milieu professionnel. La société Mobigreen organise des stages de sensibilisation en entreprise, diminution du nombre d'accidents, baisse de la consommation d'essence et de la pollution. Tout le monde est gagnant. En 40 ans de sécurité routière, le nombre de morts a été divisé par 5. 3700 tués en 2012, le chiffre est historiquement bas. Comment faire pour améliorer encore la sécurité? Les députés proposent de nouvelles pistes. Attention aux pieds. Hop. Et nous voici dans l'un des ateliers de l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports et de l'aménagement des réseaux. À lui seul, ce nom est déjà tout un programme. Ici, nous avons rendez-vous avec un ingénieur, Jean-Christophe Smal, qui va nous expliquer le principe de fonctionnement de ces engins qui parfois se conduisent sans les mains. Oui. Bonjour. Alors, bonjour. Sur cet engin-là, on ne voit plus aucune technologie, tout est masqué, tout est embarqué. Voilà. Donc pour comprendre, on va se préoccuper de celui-ci. Donc là, par exemple, sur cette voiture-là, on a un laser à balayage qui est ici, D'accord. donc qui voit à 80 mètres devant la voiture D'accord. et sur 100 degrés. Donc après, on va traiter toutes ces données-là dans des PC ou dans des microprocesseurs. Donc là, comme c'était un prototype, c'était un PC. Et donc, grâce à tout ce flux de données-là, on va pouvoir trier et créer des stratégies pour savoir s'il faut freiner, s'il faut plutôt éviter l'obstacle, s'il faut s'adapter à sa vitesse, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le cerveau en fait. Voilà, c'est le cerveau. Alors, qui analyse les données. Tout est centralisé ici et on va donc créer une décision qui va agir sur la cote de direction, les pédales, la boîte de vitesse. Et donc là, ça se passe ici, donc à la place du conducteur. Donc on a un système avec un robot de conduite qui va agir sur les pédales, accélérateur, freinage ou embrayage, sur la boîte de vitesse, sur le volant, et donc qui va vraiment guider la voiture. D'accord, donc c'est la troisième brique. Donc première brique, perception. Voilà. Deuxième brique, analyse des données et conception de la réponse, Voilà. de la stratégie à apporter. Et troisième brique, la conduite. Avec ce robot. Et puis évidemment, l'objectif, c'est que ça fonctionne sur tout type d'engin, pas Voilà, seulement c'est sur ça. une seule voiture. Voilà. C'est destiné à devenir un équipement de série. Oui, donc voilà, donc ça c'est la première partie, donc là tout est externe à la voiture. On a moins de mécanique, moins d'intégration à faire. Et puis après, au fur et à mesure, on passe tout à l'intérieur de la voiture. Ce qu'on voyait déjà dans ce véhicule-là. Voilà, que vous avez pris tout à l'heure. D'accord, là, il n'y a plus de robot. Il n'y a plus de on robot. voit plus rien. Voilà, c'est une voiture, on va dire, plutôt standard, où on peut s'asseoir. Et puis après, à la fin, on a un bouton appuyé. Et puis Et ça fait met en tout seul. route Voilà. tout cet équipement qui en fait est déjà intégré, masqué Voilà. dans le dispositif de la voiture.
Alors, vous nous avez donné la permission d'utiliser cet engin, ce prototype, sur l'un de vos circuits, où nous allons retrouver notre invité, un invité de marque, dans un instant. Mais tout de suite, c'est Gérard Felzer que nous retrouvons. Et dans sa chronique, nous allons découvrir d'autres innovations technologiques dédiées à la sécurité des transports. Bienvenue dans l'un des 21 centres de recherche que comporte Valeo dans le monde. Les centres de recherche comme celui-ci travaillent bien en amont de la conception automobile pour la rendre plus sûre, plus efficace, plus économique. C'est ce que nous allons voir. Premier laboratoire, la conduite assistée mais à distance. Une télécommande en quelque sorte. Sur ma tablette, j'ai un volant, je fais tourner ma tablette, ce qui fait tourner le volant de la voiture, ce qui permet des applications extraordinaires puisque on peut conduire sa voiture et la parquer en dehors de celle-ci. Pour les essais, comme c'est un prototype, eh bien, c'est moi qui pilote la voiture, mais il y a une personne à bord pour assurer la sécurité. Je vais me garer sur la voiture en face, voilà, un petit parking, hop, je retourne. Et voilà. Autre élément de recherche pour la sécurité, la visibilité. Dans une voiture traditionnelle, lorsqu'on veut laver son pare-brise, ça donne ça. Pendant les premières secondes, on ne voit rien et ça peut être dangereux. L'innovation Valeo, c'est d'avoir intégré l'arrosage dans les essuie-glaces. Et on voit la différence. Une parfaite visibilité, donc une meilleure sécurité et on est gagnant sur tous les tableaux, la sécurité et les économies. Un autre élément d'innovation pour la sécurité, c'est voir à l'extérieur et dans les meilleures conditions possibles. Venez avec moi. Qui n'a pas été ébloui par un véhicule arrivant en face plein phare? Valeo a trouvé la parade. Votre véhicule passe en mode phare non éblouissant, démonstration. Le système anti-éblouissement fonctionne et ça repasse automatiquement plein phare au croisement du véhicule. Comment ça marche? Une caméra derrière le pare-brise détecte les feux des véhicules arrivant en face ou les lumières arrière des véhicules et transmet les informations à un système intelligent qui règle vos faisceaux pour améliorer la sécurité d'une part et le confort d'autre part. Bon, Dominique Volton, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce test pour transporter Ce n'est pas moi. un test crash, j'espère. C'est pas un test crash, ça ne doit pas l'être en tout cas. C'est la technique. Donc le principe, on est dans cette voiture équipée d'un pilote automatique, on va dire, qui doit tout seul conduire sur ce circuit et éviter les obstacles qu'on devrait voir surgir. Alors vous êtes docteur en sociologie, directeur de recherche au CNRS et parmi vos thèmes d'études privilégiées, donc là ça fait bizarre, excusez-moi, parce que je vois des obstacles qui apparaissent et la voiture devrait les arrêter. Les éviter toute seule. Voilà, pas mal. Bon. Et c'est la voiture qui redémarre toute seule. Il y a tout de même, je précise, un ingénieur, Jean-Christophe, sur le siège passager pour arrêter la voiture en cas de problème, appuyer sur le bouton rouge si jamais ça ne devait pas se passer bien, mais pour l'instant la voiture se comporte plutôt bien. Nous, on est très décontractés, moyennement. Hein. Super à l'aise. Donc je disais, parmi vos thèmes d'études privilégiés, il y en a beaucoup, mais citons l'étude des médias, la communication politique notamment, et les rapports entre science, technique et société. Donc on avait vraiment besoin de vous dans cette émission. Cette technologie, elle est extraordinaire. C'est la science-fiction qui rejoint la réalité. Une voiture qui roule toute seule, qui évite les obstacles toute seule, qui assure donc a priori la sécurité des gens à l'extérieur et dans la voiture. En même temps, ça pose un peu la question de la responsabilité de celui qui conduit. Plus il y a d'aide à la décision technique, plus l'homme a tendance, et là, ça se déresponsabiliser. Mais on a le même problème pour les trains, le même problème pour les avions, etc. etc. Autrement dit, la question qui est intéressante, c'est jusqu'où est-ce que la performance technique est une vraie aide à l'intelligence humaine, et à partir de quand est-ce que cette performance technique est tellement envahissante qu'elle va donner le sentiment qu'elle est supérieure à l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine, c'est pas seulement une intelligence individuelle, c'est une intelligence de contexte, c'est une intelligence collective. Et donc, on est sur des problèmes qui sont plus du tout des problèmes d'ingénieurs, mais qui sont des problèmes de comportement culturel. On ne fonctionne pas de la même manière en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et donc, on a à la fois des modèles universels de la technique, et vous avez, face à cette efficacité technique remarquable, une diversité culturelle, langagière, de climat, de style, de comportement humain, qui fait que les situations ne seront jamais modélisables complètement. Donc il va bien falloir savoir jusqu'où est-ce qu'on peut modéliser et à partir de quoi est-ce qu'il faut redonner le pouvoir avec ses forces et ses faiblesses à l'individu, à l'homme. Alors il y a un autre sujet de débat quand on parle de sécurité routière
On parle parfois de technologie, comme à l'instant. On parle aussi de prévention. On considère parfois que la prévention, c'est l'un des piliers de la sécurité routière. Jusqu'où organiser cette prévention? Alors, on va regarder ce reportage dans lequel vous allez voir comment sont sensibilisés des jeunes au mélange drogue-alcool au volant. Ça y va fort et on en reparle ensemble juste après. Attendez. 9h, quartier de la Défense. Frédéric Fiscourt est major dans la police nationale. C'est un spécialiste de la prévention antidrogue. Ce matin, il va s'adresser à un public un peu particulier. Moi, je suis prêt. Après, j'espère que eux le seront aussi. Hors de question que j'arrive et que je me présente. Bonjour, police nationale, je suis major. Non, ça, c'est râpé. Son public, ce sont des jeunes entre 17 et 25 ans. 500 étudiants en bac pro et CFA qui viennent aujourd'hui dans le cadre de leur cursus. Un public difficile, alors pour capter leur attention, Frédéric a une méthode bien à lui. Alors, répartissez-vous autour de moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui peuvent venir de ce... Règle numéro 1, effacer la hiérarchie, se mettre à leur niveau pour enclencher le dialogue et les prendre par la main, littéralement. Alors, ton prénom, c'est quoi? C'est Lionel. Lionel. Alors, Lionel, l'alcool, tu connais? Ouais. Tu bois régulièrement, c'est-à-dire? C'est une bière ou tu t'enivres régulièrement? Je m'enivre pas, mais je suis beaucoup plus rhum, Jack, etc. Alors Rhum, Jack, bon, on va pas citer, mais c'est une marque de whisky, c'est ça? Corentin, donc apparemment l'alcool c'est quelque chose que tu consommes régulièrement ou non? Pas du tout. Pas du tout? Vous n'êtes pas honnête, hein, c'est pas sympa. Non, la première fois que tu as bu de l'alcool, c'était à quel âge? 12-13. Alors vous voyez, on a commencé, je bois pas du tout d'alcool, et maintenant j'ai commencé à boire de l'alcool à 12-13 ans. Tu fumes de façon régulière ou non? De façon régulière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, alors régulier, ça veut dire tous les jours? Non, on compte pas en jours, on compte en heures, nous. Ah, vous comptez en heures? Ouais. D'accord. Je pense que ça va vous faire du bien d'assister à la séance d'aujourd'hui, parce que le cannabis, c'est toléré en France. C'est toléré, oui. Oui, donc c'est pas verbalisable, hein, on risque rien. Si, on risque, comment ça s'appelle? De la prison, mais je sais pas pourquoi on ferait de la prison, parce que le cannabis, ça fait du bien, quoi. T'as fait la fête ce midi? Ouais. Non, on a fumé. Ah, vous avez fumé. Et là, t'es dans ta phase un petit peu ivresse cannabique. Ouais, t'es zen, comme tu dis, t'es bien. Peu à peu, les langues se délient. Même les profs livrent leurs témoignages. Il arrive effectivement de voir des jeunes arriver en cours ivres ou ayant fumé des pétards, hein, ça c'est clair, même si eux pensent qu'on ne le voit pas, hein, parce qu'on est profs. Et effectivement, j'ai eu le cas d'un gamin qui est pas revenu le lendemain parce qu'il s'est tué en voiture. Ouais. Après avoir libéré la parole, Frédéric Fiscourt se prépare pour la suite. Maintenant, on ne rigole plus. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo ? C'est bien, ça les a marqués un petit peu, là, la première séquence. Là. Ça a fait baisser tous les volumes. Pour certains, ces images sont même insupportables. Une jeune fille s'effondre en larmes. Son meilleur ami s'est tué dans des circonstances similaires. Je le considérais comme mon frère. Tu vois, tes camarades ont trop tendance à banaliser, c'est vrai. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir en discuter. Et même entre vous. C'est pour ça que je vous fais réagir dans un premier temps. Ça va aller ? Allez, reste là pour l'instant. Et puis après, je pense qu'ils ont pris conscience d'une chose. Ça les a vraiment sensibilisés. Les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Vous êtes la tranche d'âge la plus touchée au niveau de l'accidentologie liée à une consommation principalement d'alcool. Et bien sûr, l'ajout de substances psychotropes, là je parle principalement de cannabis, va les démultiplier, voire on va atteindre des chiffres énormes, c'est-à-dire 50 fois, voire 100 fois plus de chances d'avoir un accident mortel. On va parler autant d'ivresse cannabique que d'ivresse alcoolique. Les symptômes sont à peu près similaires. On n'a pas besoin d'écouter d'histoires drôles puisque notre ami le pétard ou le joint va nous faire rigoler. C'est le nouveau fléau qui touche les jeunes aujourd'hui. Le mélange de substances, alcool, cannabis, drogues diverses. Démonstration par l'image.
Nos témoins vont absorber sous surveillance médicale différents produits psychoactifs avant de prendre le volant pour en tester les effets. Félix, lui, a bu de l'alcool en plus de fumer du cannabis. Dans le slalom, il exagère les mouvements, sa conduite est chaotique. Mais le pire, c'est le freinage. Félix ne freine pas à temps, Raphaël doit actionner le frein à main. On le voit, le cocktail alcool-cannabis peut être mortel, surtout pour les autres. L'intervention se termine logiquement par les sanctions encourues. Et là, vous pouvez être mis en accusation pour homicide involontaire ou blessure involontaire. Et là, ce sont des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5, 10 ans, voire plus. Au final, pari gagné pour le policier qui aura réussi à marquer les esprits. Ouais, tout le monde se reconnaît, hein, parce que tous les jeunes le font, tous les jeunes boivent et fument, c'est normal un peu, tout le monde se reconnaît. Tout le monde se reconnaît dans ça. Donc ça a servi un petit peu à s'informer sur les risques et de ça, les risques de l'alcool et... Ça nous a calmé un peu, Voilà. Là c'était pendant 2 heures, on nous a bien dit, bien expliqué, ça nous a calmé un peu, enfin, je pense. Les 18-24 ans ne sont que 9% de la population française, mais ils représentent plus de 25% des morts dus à l'alcool. L'an dernier, Frédéric Friscourt a rencontré près de 8000 jeunes. Son Tour de France est loin d'être terminé. Nouvelle étape, le mois prochain. Alors, la prévention passe parfois par des expérimentations comme celle-ci, comme ce qu'on vient de voir. Parfois, elle passe aussi par de la communication, par ces fameux spots publicitaires de la sécurité routière, diffusés notamment sur les petits écrans. Ce qu'on voit depuis 40 ans, c'est que le message est de plus en plus réaliste, voire trash. Vous, spécialiste de la communication, est-ce que vous estimez que ces messages sont plus efficaces quand ils sont de cette manière plus réalistes? Alors, avant, on avait une vision très pédagogique et trop calme et trop claire. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on va de plus en plus vers des spots plus rapides, plus interactifs de certaine manière et plus violents. Pour une part, c'est une bonne chose. Parce que le réalisme est parfois le chemin le plus court pour faire prendre conscience du danger et qu'il faut arrêter de boire et de se droguer. Mais en même temps, il y a on peut trop s'habituer à la violence. Et du coup, finalement, il faut faire des spots de plus en plus violents pour attirer l'attention d'un spectateur de plus en plus blasé. Et donc, on risque d'arriver exactement à l'effet inverse. Donc, le dosage qu'il faut faire, c'est jusqu'où faut-il être réaliste? Et à partir de quand est-ce que trop de réalisme est non seulement contradictoire parce qu'on s'y habitue, mais surtout peut même susciter la réaction inverse du spectateur. C'est-à-dire qu'on attend le spot pour le voir parce que c'est du spectacle, voilà, c'est du show, voilà. On va avoir un super accident et des morts et du sang. Et on veut de plus en plus de violence, même pour des grandes causes comme la sécurité routière, comme la santé, comme l'éducation. On ne peut pas s'autoriser à faire des images trop violentes sous prétexte qu'on défend une bonne cause. Parce que soit l'individu va rejeter, en disant c'est trop violent, je ne veux pas voir, soit il va s'habituer dans une espèce de perversion sadique que nous avons tous. Il demandera, de voyeurisme, vous voulez dire, ou bien sûr, voyeurisme, exactement. Et il demandera encore plus la fois d'après. D'accord. Donc, si je puis dire, il y aura sûrement une limite à cette montée en puissance visuelle. D'ailleurs, dans l'autorégulation de la publicité, moi j'ai vu en tant que président du comité d'éthique de la publicité, très souvent, on a conseillé, pour les grandes causes, qu'elles soient moins violentes, parce que l'effet est complètement inverse. Donc oui, il ne faut pas rester dans une logique de bisounours, oui, il faut aller vis-à-vis du réalisme, oui, il faut mobiliser l'imagination et la réflexion critique du récepteur, mais on ne peut pas être trop violent parce que sinon on risque d'aboutir au résultat exactement inverse. Il ne faut pas non plus faire du show, voilà, en gros. Voilà. D'accord, okay. Et on ne peut pas faire violence pour violence, parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ces publicités, dans ces spots, c'est de faire appel à l'intelligence et au sens de la responsabilité de l'individu. Donc parfois il faut être trash, parfois il faut au contraire jouer sur l'imaginaire, ou sur une idée connexe. Et c'est pour ça que les scénarios de ces spots sont très importants. On ne peut pas être tout le temps sur la même tendance qui consiste à montrer la violence. Voilà. Il faut inventer autre chose. Pour être efficace. Okay. Voilà. Sécurité, prévention, développement durable, les 3 éléments sont liés. Les accidents de la route, les victimes et les destructions de matériel coûtent cher à la société. Certaines entreprises l'ont bien compris, qui organisent des stages de prévention, de formation pour leur personnel itinérant. Regardez. Sandrine a son permis de conduire en poche depuis une vingtaine d'années. Pourtant, aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une leçon de conduite. Bonjour. Bonjour Sandrine. Lucien Montoussani. Mais le cours qu'elle va prendre est bien différent de ceux de l'auto-école. C'est un cours d'éco-conduite où l'art de rouler de façon économique et écologique. Le temps pour Sandrine de prendre en main cette grosse voiture dans laquelle elle se sent un petit peu perdue. Ce qui est perturbant en fait, c'est que je suis petite. Et c'est parti, Sandrine doit réaliser 2 fois un même circuit de 4 km.
Pour le premier trajet, elle roule comme elle en a l'habitude. À l'arrivée, Lucien, le formateur, fait un premier bilan grâce à son ordinateur branché sur le moteur de la voiture. On a la consommation. J'arrête l'appareil et je vous dis que ça fait du 10 litres d'eau. 10 litres d'eau aux 100 km pour le premier essai. En route maintenant pour le deuxième passage, en respectant cette fois-ci les consignes d'éco-conduite données par Lucien. Seconde déjà, troisième, réaccélérer, encore. Quatrième, c'est bon, réaccélérer, encore. Cinquième, voilà, et là vous stabilisez. Pour Sandrine, c'est carrément une nouvelle façon de changer les vitesses. Il s'agit de passer les petits rapports très rapidement pour atteindre la 4e ou la 5e lorsque c'est possible. Première, seconde, troisième, on passe rapidement, c'est des rapports de transition, à la limite on n'y reste pas. À moins d'y être obligé parce qu'on est en embouteillage par exemple. Parce que 4e et 5e c'est plus économique. C'est les rapports les plus économiques. Autre découverte pour Sandrine, pas de point mort dans les descentes. Cela consomme plus d'essence que lorsque l'on garde une vitesse enclenchée. Il faut aussi couper le contact lors d'un arrêt de plus de 20 secondes. Éteindre un moteur chaud, puis le redémarrer. Contrairement aux idées reçues, c'est plus économique que de le laisser tourner. Résultat, avec sa nouvelle façon de conduire, Sandrine fait baisser sa consommation. C'était 10,2 tout à l'heure, là ça fait 9,1. Elle a consommé 1 litre de moins. C'est bon pour le porte-monnaie et c'est aussi moins polluant. Émission de CO2, parce que lors du premier trajet, vous aviez émis 266 grammes de CO2. Lors du deuxième trajet, ça fait 238 grammes. Donc forcément, on consomme moins, on pollue moins. De prendre trop de mauvaises habitudes. Avec de tels résultats, Sandrine est satisfaite et son employeur aussi. Car la jeune femme est ici pour le compte de son entreprise, La Poste. D'ailleurs, cette voiture et l'organisme de formation lui-même appartiennent à La Poste, qui s'est lancé massivement dans l'éco-conduite. En quelques années, chaque postier de France a suivi la même formation que Sandrine. Il faut dire que pour une entreprise qui compte beaucoup de véhicules, l'éco-conduite, ça peut rapporter gros. La Poste a environ 70 000 véhicules. Et ces véhicules font à peu près 1 milliard de kilomètres par an. En appliquant les principes d'éco-conduite, on a obtenu environ 10 millions d'euros d'économies par an. Et ces économies de carburant représentent 10 000 tonnes de CO2 rejetées en moins. En outre, l'éco-conduite favorise une attitude plus prudente sur la route. À La Poste, on a observé une diminution de 10% des accidents. Encore un argument qui amène de plus en plus d'entreprises, comme Air Liquide, la SNCF, Veolia ou EDF, à former leurs salariés à l'éco-conduite. Avec plus de 100 000 accidents par an, la sécurité routière en milieu professionnel est un enjeu majeur. Les accidents de la route constituent la première cause de mort au travail. Alors vous allez voir qu'à Lifstar, on rencontre non seulement des ingénieurs préoccupés de haute technologie, mais aussi des représentants en sciences humaines, comme vous, Aurélie Domès. Vous êtes docteur en psychologie et vous disposez ici à Lifstar d'un outil extraordinaire, un simulateur pour piétons. Comment ça fonctionne ? Alors, le simulateur est composé de 10 écrans géants qu'on a configurés sous la forme d'un U, qui représente un trottoir de départ, un trottoir d'arrivée. Et votre but, c'est d'aller d'un trottoir à l'autre et de franchir du trafic virtuel qui arrivera de votre gauche ou de votre droite. Donc je vais vous mettre le casque sur la tête. D'accord. Grâce à ces capteurs du mouvement, les caméras qui sont tout autour du dispositif vont localiser votre position et vous aurez la sensation réelle de traverser la rue. D'accord. Donc on y va. Je m'équipe ? Tout à fait. Votre but est de rejoindre le trottoir d'en face. On y va. Allez-y, on y va. Regardez, là à droite, ça arrive vite, vite, vite. Si vous vous dépêchez pas, comme moi là, hop, voilà. D'accord, donc là, si vous vous déplacez un petit peu lentement, c'était un peu juste là. C'était un peu juste. Alors que c'était tout à fait opportun dans la première voie. D'accord. Donc on croit qu'on a le temps, mais non, pas du tout. Mais il faut quand même être vigilant. Exactement. Alors, quel type de population est-ce que vous évaluez ? Toute la population, mais notre focus est principalement concentré sur les piétons âgés. D'accord. Qui représentent un risque particulier puisqu'un piéton sur 2 mort sur la route à plus de 65 ans. Ils ont du mal à prendre en compte les informations relatives à la vitesse d'approche des véhicules dans leurs décisions. D'accord. Allez, deuxième essai. Très bien. Est-ce que grâce à cet outil, vous pouvez aussi être amené à faire des recommandations sur l'aménagement
Tout à fait. Des chaussées, par exemple la hauteur des trottoirs. Exactement. Oui. Là, typiquement, dans cette configuration-là, on est dans une voie à double sens de circulation. Le piéton ne peut pas s'arrêter au centre. Et comme je vous disais que les piétons âgés ont du mal, même les jeunes à vrai dire, à prendre en compte la voie éloignée, la meilleure recommandation que nous on peut donner, c'est de privilégier les îlots centraux, c'est-à-dire de permettre une traversée en deux temps. Je traverse la première voie, je m'arrête sur un îlot central. Je réévalue la situation. Exactement, et je retraverse la deuxième voie. Et je poursuis mon chemin. Donc si je résume, grâce à cet outil, vous pouvez effectuer de l'évaluation, de la formation et des recommandations d'aménagement. Et tester si ces recommandations sont ou non efficaces effectivement en retour. D'accord. Alors quelles autres mesures peut-on prendre pour améliorer la sécurité routière et la sécurité des piétons? C'est la question que Transportez-moi a posée à nos députés. On essaie encore? Tout à fait. C'est pour voir si j'ai un comportement à risque. Grâce à un certain nombre de mesures phares, notamment la ceinture de sécurité, des lits de très grande vitesse, les radars, le permis à points, même critiqués, ont permis de diminuer considérablement et sans doute historiquement le nombre de personnes tuées sur les routes. Et maintenant, on est à un stade supérieur où on est dans des analyses plus fines et dans des idées nouvelles, supplémentaires, complémentaires à trouver par rapport aux mesures générales. Nous allons cibler des publics spécifiques, des lieux spécifiques, des routes spécifiques. Je vous disais tout à l'heure que l'accidentologie était liée pour 85% aux hommes. Bon, peut-être qu'il y a de la communication à faire là-dessus. Nous voulons que l'éthylotest dans les prochaines années, quoi qu'il arrive, soit disponible jour et nuit à un prix réduit, comme ça fut le cas à un moment donné pour les préservatifs. Avec donc un renforcement notamment des pénalités en matière de consommation d'alcool, parce qu'il faut taper fort là-dessus. Puis un renforcement des contrôles. Là, pour le coup, ce qu'on va demander au ministre de l'Intérieur, c'est de savoir s'il peut mettre en place des moyens physiques pour procéder à ces contrôles. Tant qu'il n'y aura pas la peur du contrôle plus qu'elle n'existe actuellement, on aura plus de mal à progresser sur l'alcool. Mon objectif, c'est qu'à l'horizon de 2020, nous arrivions à diminuer de moitié de la mortalité que nous connaissons aujourd'hui. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé. Si vous voulez en savoir plus ou bien si vous voulez poser des questions, réagir à ce que vous avez vu et entendu, rendez-vous sur le site transportez-moi.fr. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Le magazine de l'écomobilité célèbre ce mois-ci les 40 ans de la sécurité routière. Depuis... Bon. Cette voiture, par exemple, est équipée d'un pilote automatique capable d'analyser... Oh, mais non, mais... On a fini, là? Non. Oui. Très bien. Ah oui, vous avez vu? Ça a l'heure. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.